Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Cette semaine, on va essayer de répondre à cette question avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis qui veut la dislocation de l'Europe, le Brexit dur de Theresa May en Grande-Bretagne. Est-ce que l'Europe peut éclater? On va essayer de répondre à cette question avec nos invités aujourd'hui. Richard Corbett, bonjour. Vous êtes eurodéputé britannique, membre du groupe des socialistes et démocrates ici au Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, Nathalie Griesbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe ici au Parlement européen. En France, vous avez été élu sous les couleurs du Modem. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Jean Quatremer, que je ne présente plus, habitué d'Europe Hebdo. Il faudrait qu'on pense à vous rémunérer un jour. J'allais vous en parler. Aux travailleurs détachés. Exactement. Voilà. Et gratuit en plus. Vous êtes correspondant du journal Libération à Bruxelles. Alors, je le disais, Trump, Brexit, l'Union européenne prise en tenaille. On regarde le sujet et on réagit juste après. Le jour J, Donald Trump devient officiellement le 45e président des États-Unis. Il y a bien eu quelques sifflets, mais bel et bien président des États-Unis. Dès sa première prise de parole publique, en tant que nouveau président élu, Donald Trump donne le ton. From this day forward, À compter de ce jour, une nouvelle vision va gouverner notre pays. À compter de ce jour, ce sera l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. America first. America First, ou le retour d'une Amérique isolationniste. L'Amérique, mais pas seulement. Quelques jours plus tôt, à Londres cette fois. C'est un moment qui restera dans l'histoire. Sur ces images, dans quelques secondes, le Premier ministre britannique annonce une rupture claire et nette avec l'Union européenne. Un Brexit dur. Ce que je propose ne peut pas signifier une appartenance au marché unique. Nous quittons l'Union européenne, mais nous ne quittons pas l'Europe. Et c'est pour cela que nous voulons un partenariat nouveau et égal entre un Royaume-Uni mondial indépendant qui s'autogouverne et nos amis et alliés dans l'Union européenne. Pas d'adhésion partielle à l'Union, ni d'adhésion associée à l'Union ou quoi que ce soit qui nous laisse à moitié dedans et à moitié dehors. Divorcer, quitter le marché commun, tout en sauvant les meubles, en négociant des accords douaniers et commerciaux avantageux. C'est la stratégie dévoilée par Theresa May. La négociation, qui pourrait débuter en mars, s'annonce difficile. Les Européens sont sur leur garde, surtout que Donald Trump se dit prêt à soutenir les Britanniques en concluant au plus vite un partenariat commercial. Donald Trump, Theresa May, le nouveau duo qui inquiète l'Europe. Le 45e président des États-Unis s'est clairement félicité du Brexit. Donald Trump en est persuadé, l'afflux des migrants est responsable du Brexit, l'Europe serait un instrument dans les mains de l'Allemagne et d'autres États européens pourraient suivre l'exemple britannique. Face aux attaques contre l'Europe et son intégration, pour l'instant, les Européens s'arment du légendaire flegme britannique. La meilleure façon de défendre l'Europe, c'est un peu l'invitation que nous fait M. Trump, c'est de rester unis, de faire bloc. Faire bloc, l'Union européenne en est-elle encore capable? Les 27 peuvent-ils sortir renforcés de ce Brexit adoubé par Donald Trump? Ou l'Europe risque-t-elle d'imploser? Les mois qui viennent nous en diront davantage. Voilà, Trump, Brexit. Est-ce que l'Europe peut éclater, Richard Corbett? Je ne pense pas, parce que quand le reste de l'Europe regarde la catastrophe que va causer le Brexit pour le Royaume-Uni, ils vont se dire on ne va pas faire la même chose chez nous. Catastrophe pour le Royaume-Uni, c'est-à-dire si les Anglais revotaient, il n'y aurait pas de Brexit aujourd'hui? Ça, c'est très possible. On parle de l'augmentation du coût de la vie. N'oublie pas que c'était un vote très serré. Et bon, il y a des gens qui veulent le Brexit coûte que coûte. Mais beaucoup ont voté pour le Brexit
à condition que ça ne coûte rien, parce qu'on leur a promis, on va gagner de l'argent, on va mettre ça dans le système de santé. Et maintenant qu'il s'avère que le Brexit est une affaire très coûteuse pour le Royaume-Uni. On parle d'une baisse du pouvoir d'achat, baisse du pouvoir d'achat, hausse des prix de certains produits. Que ça va créer du Un chômage. sondage dit que 47% des Britanniques voteraient pour le Brexit aujourd'hui. Oui, alors vu les coûts énormes, et les gens commencent maintenant à percevoir ça, c'est tout à fait légitime pour ceux qui ont voté pour le Brexit sur cette base-là de dire c'est pas pour ça que j'ai voté, c'est pas ça qu'on m'a raconté. Moi, je veux le droit de réfléchir à nouveau. Nathalie Griesbeck. Il y a des risques. Et quand j'entends Jean-Marc Ayrault qui dit « restons unis », je trouve qu'il est un peu candide par rapport à la situation des États membres. C'est pas « restons unis ». Soyons, consolidons, devenons unis et concrétisons cette union qui est nécessaire et qui est salutaire par rapport à ces deux événements que vous avez mis en parallèle. L'installation de Trump aux États-Unis, qui fait ami-ami avec tous ceux qui donc sont pour éloigner le Royaume-Uni de l'Union européenne. Et puis Madame May, qui au moins a clairement dit, au lieu de nous dire tout le temps depuis des mois « Brexit is Brexit », c'est-à-dire d'enfoncer des portes ouvertes, au moins elle a annoncé un Brexit dur. Moi, je veux connaître l'agenda, le déclenchement de l'article 50, les effets de la décision de la Cour sur la consultation maintenant du Parlement. Bien sûr, le référendum était consultatif, mais la position, elle a été claire. Et ça ne prend pas ce tour-là du côté de ce qu'a dit votre Première ministre. Elle veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle veut faire durer. Alors je vous dis, moi, en tant qu'Européenne, qu'ils ont pris des positions. Ils sont amis maintenant avec M. Trump. Donc nous, défendons-nous, agissons. Jean Quatremer, Theresa May, le discours de Theresa May, c'est un Brexit dur, c'est un peu, on veut être les maîtres chez nous. C'est un peu le même discours que Donald Trump. Ce qu'il faut voir, c'est qu'entre Trump et Theresa May, c'est le changement géopolitique majeur que connaît le monde. Pourquoi ? Parce que depuis 1945, les Européens et le monde entier pouvaient compter sur leurs alliés anglo-saxons. C'est-à-dire que c'est eux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, comme ils ont gagné la Première Guerre mondiale. Sans eux, la Première Guerre mondiale aurait été perdue et la Seconde Guerre mondiale aurait été perdue. Aujourd'hui, on parlerait tous allemand, sans les Britanniques et sans les Américains. Et là, on a des Britanniques qui disent « nous terminer, on redevient un porte-avions plutôt rattaché aux États-Unis », et les Américains qui disent, eux, carrément, on veut l'explosion de l'Europe, ça ne nous intéresse pas, parce qu'au fait, tout l'Europe, qu'est-ce que c'est ? C'est un concurrent commercial, donc au fond, si elle disparaît, ce n'est pas notre problème. Alors jusqu'à présent, le fait que... les Américains n'ont pas toujours dit ça, hein, le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr, c'est un changement majeur. C'est-à-dire qu'en 70 ans, on bascule d'un monde à l'autre. En 1945, sans les Américains, l'Europe n'aurait pas existé. L'Europe a consolidé la paix qui a été imposée par les Américains, heureusement, mais aujourd'hui, on a les Américains qui s'y intéressent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'à présent, les Américains et les Britanniques assuraient la sécurité du vieux continent. Et on pouvait tous se chamailler entre nous. On était des tribus gauloises. Donc au fond, les Polonais pouvaient acheter américains, ils pouvaient s'engueuler avec les Hongrois, les Français pouvaient faire la tête aux Allemands en disant « vous n'êtes pas sérieux sur la question de la défense » avec les Britanniques. Et là, brutalement, on a le grand frère, les deux grands frères qui disparaissent, qui s'en vont, qui vont voir ailleurs. Et alors là, on est face à nos responsabilités. C'est ça qui est majeur. Alors, risque d'éclatement, oui, mais si on éclate, on disparaît. C'est la fin de l'Europe. Le vieux continent disparaît de la face de l'histoire. Et là, les gens, quand même, on voit en France et on voit en Allemagne... Disparaît de l'histoire, vous n'êtes pas catastrophiste. C'est simple. La France, 67 millions d'habitants, le reste du monde, 7 milliards d'habitants. Il faut quand même juste être sérieux. Nous disparaîtrons divisés. Donc aujourd'hui, tant du côté français que du côté allemand, on en a conscience. Et je crois qu'effectivement, le fait que nous soyons isolés, voire que nous ayons des nouveaux ennemis à nos portes, va nous obliger à un sursaut, va nous obliger à nous renforcer. Donc au fond, je me dis, bon, c'est terrible, hein, parce que Trump, c'est terrifiant. Theresa May à côté, elle est sympathique. Hein. Trump, c'est vraiment terrifiant. Mais d'avoir quelqu'un comme Trump peut-être nous aider à surmonter nos divergences et enfin, et à surmonter surtout, le nom français de 1954 à la Communauté européenne de défense qui a tué l'idée d'une défense européenne. Donc là, peut-être qu'il va se passer des choses. Richard Corbett, le leader de la gauche anglaise, adoube le Brexit à l'opposition. Hein. C'est étonnant cette position de Jeremy Corbyn, le patron du Labour. Est-ce que Trump, il influence aussi les gauches
européenne? Ah non, la gauche britannique n'aime pas du tout Trump, Oui. ça c'est clair. Non, nous avons d'ailleurs donc sont ça n'a très rien à voir. inquiets par Trump. Oui. Ça n'a rien à voir. Oui, mais quand même, on voit qu'en Grande-Bretagne aujourd'hui, une partie de la gauche, au fond, s'est faite à l'idée du Brexit, voire, au sein de votre parti travailliste, soutient le Brexit. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles le référendum a été perdu, c'est parce que votre leader... Je ne soutiens pas, mais certains disent qu'il faut quand même accepter le résultat du référendum. Mais votre campagne a été nulle, les travaillistes. Elle a été nulle. Elle aurait pu être mieux, vous avez tout à fait raison. Oui, Voilà. Pas la vôtre, hein. Oui. Je parle de celle de Corbyn. Oui, oui. Alors, une phrase. Si le Royaume-Uni n'avait pas dû accueillir tant de réfugiés, il n'y aurait pas eu de Brexit. C'est Donald Trump qui parle. Alors, c'est vrai, c'est faux. C'est notre rubrique Checkpoint préparée avec soin par Thomas Mignon. Le Brexit n'a pas fini de faire parler de lui. Donald Trump y est allé de son commentaire dans une interview donnée au Times. Pour le président américain, si le Royaume-Uni n'avait pas dû accueillir tant de réfugiés, il n'y aurait pas eu de Brexit. Alors, même si l'on ne peut pas refaire l'histoire, voyons ce qu'il en est. Tout d'abord, combien de réfugiés le Royaume-Uni a-t-il accueillis ? En 2015, il y a eu 40 000 demandes d'asile enregistrées, soit 75% de plus qu'en 2010. À l'échelle de l'Union, cette hausse est loin d'être la plus forte. Plus 970% en Allemagne ou encore plus 730% en Italie. Au total, en Europe, les demandes d'asile ont augmenté de 500% entre 2010 et 2015. Cette augmentation est-elle pour autant la raison d'un vote en faveur du Brexit ? Quand on regarde la situation ville par ville, il semble bien que cette hausse de l'immigration, y compris immigration européenne, aurait effectivement influencé les votes vers un Brexit. Comme l'a démontré The Economist, là où la population immigrée a augmenté de plus de 200%, c'est le Yes qui l'a toujours emporté, à quelques exceptions près. Les enquêtes d'opinion confirment aussi que la question semble avoir eu un poids non négligeable dans l'isoloir. Le jour du scrutin, un sondage Ipsos montrait que l'immigration était le principal sujet de préoccupation au Royaume-Uni. Un sentiment certainement renforcé par la campagne des pro-Brexit, le UKIP de Nigel Farage en tête, qui a misé en grande partie sur cet argument anti-immigration. Donc même s'il est impossible de le prouver scientifiquement, affirmer comme l'a fait Donald Trump que sans crise migratoire, il n'y aurait pas eu de Brexit, eh bien c'est plausible. Voilà, plausible, sans crise migratoire, il n'y aurait pas eu de Brexit, Jean Quatremer. Il y a deux choses que confond Trump. Les problèmes de l'immigration intra-européenne et l'immigration extra-européenne. C'est vrai que la Grande-Bretagne n'a absolument pas reçu des flots de réfugiés. D'ailleurs, c'est nous qui avons géré le problème des Britanniques en France, à Calais. C'est nous qui avons stoppé les vagues migratoires en Italie, en Grèce, en Allemagne et en France. Donc les Britanniques, ça, de ce côté-là, ils sont d'une mauvaise foi totale. Cela étant, c'est vrai que de voir les scènes aux frontières de l'Union européenne a sans doute concouru à augmenter la panique d'une partie des électeurs britanniques. Mais le grand problème, c'est celui de l'immigration intra-européenne. Et alors là, quand même, les Britanniques sont largement responsables. Je vous rappelle qu'au moment de l'élargissement, les Français avaient demandé des périodes de transition de 15 ans avant d'accepter la libre circulation les travailleurs polonais hongrois. Que Tony Blair, avec son arrogance britannique typique, avait expliqué que les Français, on était, soi-disant, des gens totalement égoïstes, qu'il fallait accueillir nos frères de l'Est. On a finalement obtenu 7 ans, 5 ans plus 2 ans de prolongation. Les Britanniques ont immédiatement levé toutes les barrières au nom, justement, de cette grande union européenne. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec des millions de travailleurs polonais. Et c'est vrai que quand vous voyez dans certaines villes des augmentations de 200% du nombre d'étrangers, ça montre à quel point ça n'a pas été managé. Mais encore une fois, les Britanniques ont été pris au piège de leur idéologie totalement libérale. Richard Corbett, il y a eu panique chez les Britanniques au niveau de l'immigration. Oui, et surtout, ce sentiment a été exploité par Trump, May, tous ceux qui prenaient ils font l'amalgame des réfugiés, des migrants économiques et de la libre circulation des travailleurs en Europe. Mais vous savez une chose, la plupart des immigrants au Royaume-Uni viennent dehors de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir avec Bruxelles, les règlements européens, rien.
c'est la loi britannique qui gère ça. Et c'est Les parce que Afghans, des Theresa Pakistanais. May, Le Commonwealth. Theresa May, quand Oui, c'est le elle Commonwealth. était ministre de l'Intérieur pendant des années, qui a dit qu'il faut réduire l'immigration. Elle a échoué complètement, même pour cette partie qu'elle contrôle entièrement. Ensuite, elle a dit « Oui, mais c'est à cause de l'Europe que je ne peux rien faire ». Ce qui est faux, ce qui est faux. Mais c'est ça qui a contribué à la perte du référendum. Richard, Nathalie Griesbeck, ça veut dire- Nathalie Griesbeck. donc ça veut dire uniquement les Afghans, les Pakistanais, c'est ça vous voulez dire hein? Oui, Le Commonwealth. Les Caraïbes, l'Afrique, c'est ça. sur beaucoup de Commonwealth, oui. Nathalie Griesbeck. Bien sûr que ça a joué sur l'élection, mais ça n'est pas le seul facteur. Et ce phénomène-là, on vient de le voir à travers la position de Trump, il joue aussi dans les États membres de l'Union européenne qui, eux, ont accueilli, notamment ceux qui ont accueilli aux frontières externes de l'Union européenne. Ça signifie pour nous qu'on doit rebondir, qu'on doit travailler des politiques européennes, des 450 millions que nous sommes aujourd'hui quand le Royaume-Uni sera sorti. Et à cet égard, moi, j'aimerais bien que l'agenda ne soit pas un agenda en caoutchouc et que le déclenchement de l'article 50 se fasse, qu'on avance, qu'on sorte de l'hypocrisie et des fausses idées. C'est pas vous que j'attaque, chers collègues, puisque vous étiez contre le Brexit, mais c'est nous que je défends. C'est Nous normal, n'allons c'est pas normal, maintenant oui. faire durer la machine jusqu'à ce que vous atterrissiez. Nous devons rebondir. Nous devons rebondir face aux propos de Trump sur la défense, face au caractère terrifiant de ce qu'il raconte, avec une inculture majeure, en expliquant que l'Europe, c'est Il attaque beaucoup. c'est un concurrent commercial. Il attaque pas du beaucoup tout. l'Allemagne. Hein. C'est un partenaire. Les Européens seraient à la botte de l'Allemagne. Et il oublie totalement ce qu'a très bien expliqué Jean Quatremer à l'instant sur les raisons de la paix en Europe. Il oublie que ce sont les Américains qui sont venus et qui ont joué un rôle majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, oui, Sans vous oublier avez l'Union pris soviétique position, vous avez pris Pas chez nous. position. Maintenant, moi, comme Européenne, Française, je souhaite qu'on avance, qu'on rebondisse, qu'on fasse de ce caractère imprévisible et dangereux du monde. Vous avez vu les renversements d'alliances. Maintenant, Erdogan, qui change de pied, qui est avec Poutine pour les raisons qu'on ne va pas expliquer ici, alors que ce n'était pas le cas. Le Brexit, l'arrivée de Trump, qu'on change de pied et qu'on réaffirme nos positions, qu'on se renforce pour justement ne pas être juste 1% de la population du monde, mais un empire continent, un petit empire continent. Alors, au même moment, les populistes européens se réclament de Donald Trump. Hein, le Front National et ses alliés européens réunis à Koblenz, en Allemagne, ont cherché à s'inscrire dans le sillage du nouveau président américain. On regarde et on réagit juste après. Koblenz, en Allemagne. Ici se déroule un contre-sommet européen. Le congrès des droites extrêmes et populistes européennes, des formations d'extrême droite d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche et de Belgique ou des Pays-Bas. Invité d'honneur, Marine Le Pen. L'occasion pour la patronne du Front National de prédire une révolte électorale cette année en Europe. Maintenant, il faut que nous passions à l'étape suivante. L'étape où nous ne nous contentons plus d'être une minorité au Parlement européen. L'étape où nous serons majoritaires dans les urnes à chaque élection. Geert Wilders, chef de l'extrême droite hollandaise et de la partie, sa cible, les musulmans. Les gens en ont assez de ces frontières ouvertes. Et moi, j'espère qu'il n'y aura plus d'attaques terroristes. Mais j'ai peur qu'on en voit beaucoup d'autres. Regardez ce qui se passe avec l'immigration massive et le déni du problème de l'islamisation par les pouvoirs publics. Au même moment, à Koblenz, près de 5000 manifestants. Ils sont venus dire non à une Europe populiste et renfermée sur elle-même. Comme on le voit dans plusieurs États européens, les populistes de droite sont déjà au gouvernement. C'est pourquoi nous devons nous lever et faire clairement comprendre que nous ne voulons pas que l'Allemagne aille dans cette direction. Nous ne voulons pas retomber dans le nationalisme et trahir nos valeurs. Sous l'œil de 1000 policiers, beaucoup de jeunes et des pancartes en allemand. Comme celle-ci, on peut lire « Celui qui dort en démocratie peut se réveiller dans une dictature ». Voilà, celui qui dort en démocratie peut se réveiller dans une dictature, Nathalie Griesbeck. Ben oui, c'est le risque. Et je constate
21 janvier, c'est le jour de la mort du roi Louis XVI. C'est rigolo, symboliquement. Mais surtout qu'il y a plus de manifestants contre leur position de repli, de xénophobie et de racisme, et aussi plus de policiers que de tenants de ce discours. Ça, c'est pour l'environnement. Peut-être sur le fond, le fait que le leader du Front National, accompagné de ses amis qui existent un petit peu en Europe et qui surfent justement sur les difficultés, et sur parfois la paralysie des Européens à se mettre d'accord sur des vraies politiques européennes, je constate que ce rapprochement avec Trump, eh bien moi je m'en réjouis, parce que Trump n'apparaît pas pour les citoyens européens comme un modèle. Au contraire, chaque jour qui passe annonce des risques. Ça va décrédibiliser le Front National, vous pensez? Moi, en tous les cas, je pense que c'est intéressant et c'est à suivre de très près. Et alors pas justement à regarder en agitant des mots et des épées de papier, en se mettant d'accord, en rebondissant, comme l'a dit Jean Quatremer, en agissant. Alors, je ne suis pas candide, il y a des difficultés. Parce que jusqu'à présent, l'Europe était sur certains points un peu dans un monde de bisounours, où on ne regardait pas les disparités entre l'ouverture en termes de droits de douane, on se laissait un petit peu... Moi, je veux qu'on se défende et qu'on se batte et qu'on aboutisse à organiser les choses. J'étais par exemple rapporteur sur les gardes-côtes, gardes-frontières. Là, on a agi vite. En 6 mois, c'est fait. Aujourd'hui même, il y a un rapport sur le début d'activité qui date du 7 décembre. Il faut qu'on avance, qu'on se mette d'accord, qu'on s'unisse et que vous avanciez aussi pour qu'on puisse... donner à l'Europe une image de force. Alors, le groupe Europe des Nations et des Libertés, qui réunit au Parlement européen le Front National, le FPO autrichien, la Ligue du Nord italienne ou le PVV néerlandais, tous présents à Koblenz, comme on l'a vu dans le sujet. C'est la plus petite formation au sein de l'institution européenne, au sein du Parlement européen, avec seulement 40 députés. Est-ce que c'est la face émergée d'une nouvelle Europe, comme le dit Geert Wilders? Non, moi, d'abord, il faut bien voir que historiquement, les anti-européens et les europhobes, les populistes, je dirais plutôt les démagogues. Là, c'est plus des eurosceptiques, c'est des anti-européens. Voilà, des europhobes. J'appelle ça les europhobes. C'est toujours été compris entre 100 et 120 députés. Il y a eu une grande vague en 1984. On a oublié, il faut regarder un peu l'histoire des chiffres. Donc, on a l'impression qu'il y a une vague qui est en train de nous submerger. Ce n'est pas le cas. En plus, je dirais que je suis d'accord avec Nathalie Griesbeck quand elle dit que l'élection de Trump, et même le Brexit, je rajouterai, est une mauvaise surprise pour nos amis démagogiques, des partis démagogues. Pourquoi? Parce que là, on va voir enfin, en réel, leur solution. Donc, Theresa May va quitter l'Union européenne, et là, on va voir économiquement les conséquences. Donc là, les citoyens français, italiens vont dire « Oula, ça posait vraiment des problèmes », parce qu'il va y avoir des problèmes, il ne faut pas se le cacher, là, tout le monde en est d'accord. Le Brexit n'a pas encore eu lieu, quand il aura eu lieu, ça va vraiment être terrible pour les Britanniques. Et Trump, parce que Trump met en place les solutions que propose Marine Le Pen, le mur, interdire aux musulmans de venir aux États-Unis, la fermeture au reste du monde. Et là, on va voir en grandeur réelle l'application des solutions des partis fascistes ou néo-fascistes. Là, à mon avis, ça va calmer quelques ardeurs. Donc moi, je dirais que c'est dommage pour les Britanniques et dommage pour les Américains surtout, puis pour l'équilibre du monde, mais n'empêche que cette leçon grandeur nature va peut-être faire réfléchir un certain nombre de gens. Donc je ne désespère pas de l'intelligence de mes concitoyens. C'est d'ailleurs ce que dit notre collègue, c'est-à-dire il dit ils ont voté, mais maintenant qu'ils voient les effets, que HSBC va partir, que les Japonais justement Nathalie Griesbeck, en voyant qu'il faut un passeport... Justement, les échéances électorales... C'est exactement ce qu'il dit, notre collègue. Il dit maintenant qu'on voit la réalité, on changerait d'avis. Alors ça, c'est plus possible. Mais ça sera... on va laisser parler notre collègue Richard Corbett. Les échéances électorales en Allemagne, en France et aux Pays-Bas vont être cruciales cette année pour l'Europe. On parle d'un exit, une sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. C'est possible ? À mon avis, c'est très peu probable, mais c'est ça que veut M. Wilders et l'extrême droite, bien sûr. Les voir ensemble comme ça, il y a quand même un peu d'hypocrisie. Parce que UKIP, vous ne les mettez pas dans le lot. Ils ont une chose en commun, ces gens-là. Ils haïssent les étrangers.
Donc ils saillissent mutuellement. Mais pour la presse, ils viennent ensemble pour montrer qu'ils ont pour se soutenir. Mais UKIP, en pratique, UKIP, dans le ce parti Parlement, britannique. on voit jour après jour qu'ils sont divisés et qu'ils se contestent. UKIP est dans... Vous les mettez dans le lot, pas les anti-européens ou les eurosceptiques? Pour des raisons tactiques, ils ne voulaient pas être là. Ils ne sont pas ensemble. Référendum, mais ils sont très proches. Nigel Farage et Marine Le Pen, ce sont des grands amis. Oui, et c'est tout à fait exact quand on voit les partis europhobes, néofascistes et autres ensemble. C'est très drôle parce que de fait, ils n'arrivent pas à travailler ensemble. La fameuse Europe des nations qu'ils souhaitent, en fait, c'est l'Europe des confrontations. Parce qu'ils n'aiment pas les étrangers. Alors, ils détestent les musulmans, ça c'est le maximum. Ensuite, mais ils n'aiment pas les autres étrangers parce que l'étranger, c'est celui qui cause les problèmes. Et je crois que c'est quelque chose, et quand on les voit dans les groupes, et moi je les observe depuis longtemps au Parlement européen, les groupes d'extrême droite n'ont jamais fonctionné parce qu'au bout d'un moment, effectivement, il y en a un qui se prend comme étant la race supérieure par rapport aux voisins. Et ça explose. À chaque fois, ça a explosé. Donc voilà, ils ne s'aiment pas. Si l'Europe disparaît, en tous les cas, je peux vous dire, on retrouvera l'Europe d'avant-guerre. Ça, c'est clair quand on les voit. Créons cette unité et cette union pour, dans ce monde dangereux, avec de la défense, avec une monnaie unique qui soit forte, avec, pourquoi pas, l'Europe des cercles. Moi, ça fait des années que j'explique que comme on est quand même nombreux, travaillons dans la zone euro, avec les autres États membres et avec des politiques européennes. Revoyons de fond en comble la politique migratoire en tenant compte des menaces extrêmement forte qui pèse sur la planète. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye.